Alors aujourd'hui, c'est pas une interview comme les autres. Avec Vanessa, mon invitée, nous nous connaissons depuis quelques années. Nous avons déjà partagé des conversations profondes autour du handicap, de la résilience, du plaisir, de la vie qui s'invente parfois autrement. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un espace de transition, toutes les deux. Pas tout à fait celui de la vie d'avant, pas encore tout à fait celui de la vie d'après. En effet, Vanessa vient de perdre son papa, celui-là même dont elle nous parlait dans notre interview déjà très émouvante du Sweet Papi Podcast dans la saison 4, l'épisode du 15 novembre 2024, il n'y a pas si longtemps. Et où Vanessa, née avec la maladie des os de verre, l'ostogénèse imparfaite, nous partageait comment son parcours familial l'a forgée sans la limiter. Eh bien, quand un père s'en va, on est certaines toutes les deux que quelque chose a basculé. Pas seulement dans le cœur, mais dans la façon d'habiter, le monde, notre monde. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papi Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Ici, dans Sweet Papi Confidence, nous ne cherchons pas ni à expliquer la mort, ni à comprendre le deuil. Nous allons rentrer simplement toutes les deux dans une posture à la fois d'écoute, de présence, et accepter que tout ne soit pas forcément clair aujourd'hui, que les mots arrivent parfois beaucoup ou pas du tout. Et cette conversation, j'espère, est une invitation pour l'ensemble des auditeurs et des auditrices à écouter ce qui tremble encore, à laisser une place à ce qui continue de vivre autrement. Vanessa, merci d'être là. Dans cet entre-deux que nous vivons toutes les deux en même temps, je vais te poser quelques questions. Tu répondras depuis l'endroit qui te semble le plus juste pour toi aujourd'hui. Allez, je vais commencer assez simplement, mais directement. Y a-t-il quelque chose que ton père t'a transmis dans les derniers temps? Pas forcément par des mots, par une présence, un regard, un geste. Waouh! J'étais en train de me dire en t'écoutant, Anne, est-ce que ça le fait si je commence en pleurant? J'ai dû, en t'écoutant ta magnifique introduction, j'ai dû ravaler, mon émotion. Hem, Bah, déjà, merci, c'est juste magnifique, ce que tu viens de dire et l'espace que tu m'offres, donc merci pour ça. Heu, je suis contente de te retrouver pour toi et un petit peu moins par rapport aux circonstances. Hem Et quand tu me demandes de parler de ce que mon père m'a légué, tu alors comme ça, spontanément, je dirais, mon papa, c'était quelqu'un de très sociable. Sociable au point d'aller sonner chez les gens le week-end, samedi comme dimanche, pour leur dire bonjour. Ça, c'était vraiment son truc. Ouais, je vais dire bonjour aux voisins. Il allait sonner. Puis, bah, souvent ça finissait très souvent en apéro ou comme ça. En invitation et même le dimanche, ma maman, des fois, elle laisse les gens tranquilles. Donc il y a vraiment que ce côté très sociable, ça s'est revu dans la cérémonie, il y avait énormément de gens présents, aussi au niveau des cartes de condoléances qu'on a reçues et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas ce côté à aller chez les gens, et je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais incarner maintenant qu'il est plus là, quelque chose que j'aimerais hériter. C'est pas naturel encore, mais je trouve que ce serait un bel hommage que je pourrais, lui rendre parce que en fait, on fait de mal à personne en allant chez les gens qu'on apprécie, qu'on aime pour passer des moments humains et donc c'est quelque chose que je mets gentiment en place. Alors je vais pas sonner chez les gens le dimanche, voilà, mais je prends plus le temps d'écrire pour savoir comment ça va et cetera, d'entretenir ces liens-là. Hem, Ensuite on m'a toujours dit, «Ouais, tu le portrait craché de ton père, autant au niveau physique qu'au niveau, du caractère». Il avait parfois un caractère de merde, voilà. Heu,
mais c'est pas quelque chose, je crois, qui porte préjudice ni à moi-même, ni aux personnes, dans mon entourage. Hem, Comme ça, je dirais que c'est ça qui m'a laissée. Est-ce qu'il y a un geste, un regard au dernier moment qui t'est apparu, lors de la cérémonie où tu m'avais parlé, même de la cérémonie de l'après? Heu, Quelque chose qui t'a marqué, qui te marquera longtemps? En lien avec lui, Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a préparé, la cérémonie avec ma sœur et ma mère, la playlist, et il y avait cette chanson de 7, différents, morceaux de Johnny Hallyday et un de Renaud Séchant, et la personne qui a préparé la cérémonie, bah, elle nous a fait le texte avec les différents, morceaux qui étaient inclus dans le texte, et puis, je me rappelle que le jour même, ma mère, elle m'a dit: «Non», pour le moment des hommages, tu sais, où les gens, ils passent devant. Je sais pas s'il y a oui, un terme spécial pour ça. oui. Elle nous a dit: «Moi, je veux que ça soit, Vivre pour le meilleur» de Johnny et l'envie. C'est fou, hein, comme une chanson ou un air peut nous rappeler. Moi, je sais que quand j'ai préparé la cérémonie de Sweet Papi, Mmh mh. j'avais créé sur un ordinateur, ça défilait, avec des photos de lui depuis qu'il était jeune et jusqu'à avant son départ, hein, encore à l'EHPAD, et j'ai mis, tout le long une certaine musique. Je ne peux pas entendre cette musique. Je peux regarder le film, Ouais. mais je ne peux pas entendre cette musique, même ailleurs, dans la voiture ou partout, sans fondre en larmes. Bah, C'est tellement ce moment-là. en fait, les paroles de «L'envie» et de «Vivre pour le meilleur» de Johnny. Déjà, il faut savoir que Johnny Hallyday, il est mort d'un cancer des poumons comme mon père, D'accord. tu vois? Après voilà, on cherche à donner du sens à ce genre de, dans ce genre de moments, mais je trouve que c'est aussi très joli et que c'est très juste, et c'est comme si, en fait, les mots MOTS qui sont chantés dans ces morceaux-là, c'était les mots que mon père avait pas pu exprimer, et je pense que c'est ça qui fait que ça rend, le moment intense. C'est comme si mon père, à travers les chansons de Johnny, nous disait, bah, tout ce qui se dit dans ces magnifiques morceaux, quoi. Et ces morceaux-là, il les écoutait Ouais, régulièrement? oui, oui, il adorait, vraiment, il était fan, de Johnny, Merci en tout cas pour ce partage. Alors toi qui as appris, très tôt à vivre, avec la fragilité, du corps, ta fragilité, comment ton corps a-t-il traversé, l'accompagnement de ton père en fin de vie? Est-ce que tu as eu un vécu corporel en même temps que l'épreuve de la fin de vie et du deuil, hein? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton corps, en fait? heu, je dirais pas spécialement. Il y a peut-être juste un moment, je sais pas si j'en avais parlé, à notre premier rendez-vous, mais je le redis parce que c'est un moment qui est hyper important, que en tout cas que les auditeurs, je pense, c'est important qu'ils en prennent conscience de ça. C'est qu'il y a un moment où mon père, quand il était malade, heu, il arrivait à une période, en fait, il s'en voulait, il pensait qu'il n'avait pas été un bon père avec, ma sœur et moi-même. Puis il s'excusait constamment de ça, alors que je dis: «Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il y a des choses tellement pires qui sont vécues dans d'autres familles, enfin, tu as été un père, extraordinaire», et je me rappelle de ce moment où il était en train de pleurer à table, on était que les 2, et en fait, il s'excusait, et j'ai senti comme un élan d'aller vers lui, et ma pudeur ou mon ego ou un mélange des 2, m'aurait dit à un moment donné: «Bah, c'est bon, laisse-le vivre sa tristesse, il y a pas besoin». Mais au finalement, je me suis dit: «Je vais pas écouter ça, je vais écouter mon élan». Donc je suis allée et je l'ai pris dans mes bras, heu et je dirais que c'est vraiment cette sensibilité d'écouter ces élans-là qui viennent finalement, je dirais, je sais pas, du c'est comme si c'était le corps, en fait, qui était poussé, qui avait une micro-pulsion, et d'écouter cet élan pour, bah, simplement, faire ce bah, voilà, lui prendre un moment avec lui, le prendre dans mes bras pour le réconforter, et je dirais que c'est cette sensibilité-là et cette écoute, heu et ce respect, cette écoute de mon corps, je dirais, à ce niveau-là. Est-ce que le fait que tu aies été formée à la PNL, par exemple, t'a
t'a aidé dans ce cheminement aussi à ce Ouais, moment-là? je pense que c'est une question intéressante. Je pense que On met aux émotions et d'être plus à l'écoute, ouais, justement des émotions, de les reconnaître, de les vivre aussi. L'importance de les vivre et ne pas de les rejeter. Faut de les mmh voilà, bien Ouais, sûr. c'est ça. Donc ça t'a aidé à traverser cet accompagnement aussi que tu as fait avec lui? Oui, Est-ce que tu penses que dans ce que tu as essayé de ressentir dans ton corps, c'était uniquement sur la partie de l'accompagnement ou est-ce que c'est encore aujourd'hui au moment du deuil? c'est aussi encore au moment du deuil. Bah, de toute façon, je suis quelqu'un de naturellement intuitive et sensible, mais je pense que comme tu dis, la formation à la PNL, ça m'a encore rendue plus consciente de ça. D'accord, et je sais que tu es formée aussi à l'hypnose, hein, et est-ce que tu as pu pratiquer l'hypnose dans ces moments-là ou c'était, impossible parce que ça bloquait complètement? Hem, alors je sais que quand mon père était malade, il m'avait demandé justement de lui faire une séance d'hypnose que j'avais faite. On en avait fait plusieurs d'ailleurs. Mais après j'ai pas forcément utilisé de l'auto-hypnose pour moi-même par rapport à ça. J'ai pas autrement utilisé, non, ces approches pour ça. Pourquoi? Parce que tu y as pas pensé ou parce que c'était trop difficile dans ces moments-là et Non, c'était pas nécessaire. c'était pas nécessaire? Non, ça a pas été nécessaire. Parce que tu espérais, enfin, tu pensais vivre ça, entièrement finalement ou ou que tu avais pas besoin d'outils? Tu préférais vivre Je ça préf complètement? Ouais, je préférais vivre ça, de manière brute, on va dire, Ouais, ouais, tout ouais, à fait. Quand je dis complètement, ouais, c'est ouais, ouais, ton mot, c'est brut, c'est pareil, ouais, ouais. ouais, C'est-à-dire pas laisser forcément la place à autre chose, mais le vivre pleinement, ouais, quitte à se le prendre en ouais, cœur et en plein corps. C'est ça exactement. que je veux dire et moi, j'ai pensé quand j'ai appris la nouvelle et que tu m'as envoyé un petit mot en me disant effectivement que tu avais aussi perdu ton sweet papy, hem, j'ai pensé à encore plus à toi de par ta «fragilité» entre guillemets, et ta maladie des os de verre en me disant, «J'espère que tu vas pas en souffrir plus». Que ça va pas Ah! transformer quelque chose, inconsciemment dans ton corps, tu vois? Inconsciemment, par exemple, que je me casse un os ou quelque chose comme ça, tu Oui, tout à fait, oui, ouais, oui, quelque chose, ouais, je vois tout de à fait ce que tu veux dire. psychosomatique, du coup, voilà. Ouais, non, non, alors mmh, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, je suis beaucoup plus vigilante par rapport à ça parce que je sais que je connais comment la maladie fonctionne avec moi, et je sais que je suis obligée de m'écouter, mais dans les moindres faits et gestes. Heu et tout ça, c'est en dialogue intérieur, c'est une vigilance, intérieure et justement, j'ai peut-être eu plus cette vigilance-là à respecter mes moments de repos, à respecter, heu à écouter, mais dans les moindres détails, ce que mon corps me disait et mon âme ou mon esprit, je sais pas, Bien sûr. Mmh. suite à ça. Ouais. Mmh. Oui, c'était ça, c'était là-dessus que je voulais aussi en venir OK. quand on disait, la fragilité du corps. C'est de se dire, mais tu vois souvent des gens qui sont, endeuillés, un des aidants, qui finalement, bah, on le dit très franchement, qui partent avant l'aider, quoi. Et qui se fatiguent tellement qu'ils partent, et s'occuper d'un proche en fin de vie, c'est avoir donné tellement d'énergie, autant que même presque moi je trouve presque plus que le deuil, parce que le deuil, tu te retrouves seul, c'est difficile. Mais Oui. là, tu as déjà le deuil au moment de la fin de vie et en plus, il faut que toi, tu tiennes le coup et que l'autre tienne le coup en même temps. Donc tu es obligé de donner encore plus de force et on sait que du coup, il y a un impact sur le corps qui peut Alors, être, très important. cet impact sur le corps, c'est ma mère qui l'a eu. Parce que c'est ma mère, bah, voilà, ils vivaient ensemble, tu vois? Il était à la maison jusqu'au bout et il y a 2 s ouais, plus de 2 semaines de ça, elle s'est bloqué le dos, mais elle pouvait plus marcher en ramassant un Lego par terre et Mmh. elle est allée voir sa chiro et tout et c'est ses amis qui lui ont dit: «Mais tu sais pourquoi, tu t'es bloqué le dos?» Elle dit: «Oui, Ouais. je sais, parce j'en ai plein le dos». Et ça sort Bah maintenant, oui. seulement maintenant. Mmh, Ouais, ouais. Bah, oui, il fallait relâcher voilà, toutes les les tensions tensions, après. C'est vrai que, punaise. si les auditeurs ou les auditrices nous écoutent et qui ils vont, j'espère, aller réécouter l'épisode qu'on a fait ensemble, ils sauront que, cette partie de gestion de ta maman comme de vous, des 2 sœurs, elle remonte à quelques années. C'est pas quelque chose qui est récent, hein, le cancer des poumons de ton papa, voilà, d'avoir à le gérer,
c'est comme particulièrement, voilà. Mais on va pas partir uniquement dans le pathos. Le but, c'est vraiment d'expliquer, heu, la transition de vie éventuelle que ça peut, provoquer chez nous j'ai à nouveau une question concernant, le temps du deuil, en fait. Depuis le départ de ton père, Oui. qu'est-ce qui, en toi, a changé silencieusement? Peut-être en 3 mots, quelque chose, aussi tu as pas besoin de faire des grandes phrases si tu le souhaites pas parce que tu en as parlé, mais peut-être des mots qui te viennent sur le fait que, il y a eu un impact. Moi, je dirais par exemple que j'ai l'impression d'avoir grandi. Bah, tant mieux pour toi, parce que moi, j'aimerais bien avec mes 1 m 22, j'aimerais bien avoir grandi, mais bon. Mais oui, mais moi j'ai non, mais j'ai Oui, grandi dans ma tête, j'ai tu bien vois? sûr. C'est pas en taille, mais j'ai grandi dans ma tête. J'ai évolué, ça m'a fait comme un flash. OK. Une certaine forme de sagesse ou de Oui, maturité, je sais pas, ouais. ouais. Mmh. Moi, je dirais le mot, c'est la structure familiale, en fait. Ça a été mon grand défi et je m'attendais pas du tout à ça. Explique-toi. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je dise Oui, mais là, structure familiale, c'est quoi? C'est changement? C'est ouais, c'est donc j'ai mes 2 parents et ma sœur plus grande et moi. Heu, avec mon père, on avait une relation très particulière parce que je suis née le même jour que lui. Je suis née à l'âge de ses 30 ans. Donc on a la même date d'anniversaire. C'est un truc très particulier aussi. Donc c'était pas n'importe qui, voilà. Mais c'était très ouais, spécial. il y avait une osmose, hein, quand même. Oui, voilà. Et en fait, quand j'étais enfant, il prenait souvent, très souvent, ma défense, même quand je faisais des conneries, tu vois? Et c'était un peu mon allié. Heu et donc quand il est parti, je pensais pas vivre ça. Je me suis dit: «Mais en fait, qui va me défendre?» Tu vois, j'ai 35 ans. Mais en fait, tout ça s'est remonté à la surface et je me suis dit: «Mais en fait, je me retrouve» en fait, j'ai eu ce moment où je me suis vue m'exclure volontairement du clan, donc de ma sœur et de ma mère. Je dis: «Mais finalement, j'ai plus il est plus là pour me protéger, plus là pour prendre ma défense» et il y a vraiment eu ce besoin de revoir la structure familiale sans lui. C'était mon grand défi. Ouais et donc c'est au moment du recueillement que j'ai pu, traverser, comprendre, travailler ça. Et tu t'es exprimée avec ta mère et ta sœur sur ça? Non, au début, je l'ai vécu intérieurement au moment du recueillement, où je suis allée où bah, j'ai dialogué avec lui, à son devant son son Sur son cadavre. recueil ou devant lui, oui. Ouais, Mmh. devant lui, quoi. Heu Mmh. et justement, j'ai dit: «Mais comment je vais faire son tas? Comment je vais faire?» Puis au fur et à mesure que j'ai eu besoin que les jours passent. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais j'ai compris finalement que ça allait se passer, sereinement, si je lâchais prise là-dessus, tu vois? Alors qui va te protéger aujourd'hui? Bah, moi, Voilà. moi et puis, en fait, j'aurais pu, si je m'étais pas écoutée, j'aurais pu me dire: «Ben, je vais être en confrontation avec ma sœur et en confrontation avec ma mère». C'est con, hein? Et je sais très certainement qu'elles, de leur côté, elles sont à 3000 lieues de ça. Mais, en fait, oui, bah, peut-être que je rejoins cette maturité, tu vois? Que tu disais, Maturité. au Ouais, début. Ouais. maturité. Si tu pouvais lui parler encore une fois, non pas pour lui dire, adieu, mais pour lui dire: «Voilà ce que je garde de toi», qu'aurais-tu envie de lui confier? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui confier? Qu'est-ce que je garde de lui? Heu, bah, en fait, il faut savoir que mon papa, c'était quelqu'un, c'était un bon gaillard, enfin, très jovial, toujours à rigoler, faire rigoler presque un peu trop parce qu'il ose oui, il allait pas dans ses émotions. Bah, tu vois, le cancer des poumons, c'est quand même, le le comment dire? Pas le centre de la joie, mais de la Ouais. tristesse aussi, tu vois? C'est Mmh les mh. 2 émotions antagonistes et Ouais. il allait jamais dans ses émotions, heu, donc ça serait assez compliqué. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui dire, je sais pas. Ce que je pourrais lui dire encore? Les derniers mots que j'aimerais lui dire, maintenant qu'il est plus là, Oui. tu dirais? Bah, c'est-à-dire que, comme on disait précédemment,
on a l'impression qu'on a sauté une sorte de frontière. On est comme si on était passé dans un autre, pays et Mmh. puis comme si on se retournait en disant: «Ah mince, j'ai oublié, ce vêtement-là dans mon sac» ou tu vois? «J'ai oublié de lui passer ça» ou ou «Mince, j'aurais aimé lui dire ça, avant qu'il parte, ou avant qu'il entende plus», quoi. Alors, Même quelque chose de drôle, tu vois? C'est, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il était pas croyant, croyant dans le sens, il craignait la mort, tu vois? mmh mh. Il croyait pas au monde d'après et cetera. Moi, oui. Je voilà, je suis un peu perchée, j'ai un côté bien, bien perchos D'accord, et ce que j'aimerais lui dire, c'est lui dire: «Ah bah, tu vois, ça fait tu vois ce que ça fait maintenant de se retrouver de l'autre côté?» Je lui dirais ça. Voilà, ouais, de voilà. pouvoir communiquer, lui dire: «Alors, tu t'es planté? Alors, Tu as vu? heu Tu as vu?» Et quand tu dis que tu y crois toi, tu crois à quoi? moi, je crois à un après. Je crois que, Ouais. oui, on se désincarne, on n'est plus dans ce corps, mais que notre conscience, elle va, ailleurs. Tout en pouvant, aller visiter ceux qui sont encore ici par des rêves, par des signes, des choses comme ça. Voilà. C'est marrant parce que je t'ai dit, j'ai fait j'ai vu une conférence il y a pas très longtemps où, la dame en question qui est donc, qui était médecin, soins palliatifs pendant plus de 30 ans, parlait, beaucoup des petits êtres, qui étaient autour de nous, finalement et qu'en fin de vie, on pouvait voir et qu'on pouvait récupérer, un petit peu après justement, entre ceux qui n'y pensent pas du tout et elle parlait justement de ça en disant: «Non, non, on est remplis de petits êtres, On est imaginaires, entouré. Mmh. et on est vraiment, entourés et on les retrouvera, après, derrière» et ça m'a bien amusée parce que j'ai trouvé ça joli de penser que, ils venaient déjà nous chercher et quand j'ai étudié effectivement, la fin de vie, beaucoup parlent, de ça et de ce moment où les êtres qui ont déjà disparu, viennent nous chercher au moment du départ, du passage. Exactement et par rapport à ce passage, j'ai bah, ma mère, elle a travaillé dans un EHPAD, pendant des années. Elle a été témoin de plusieurs, bah, justement faits, identiques à ça. Elle m'avait raconté qu'il y avait une dame, bah, justement qui était en fin de vie et elle a dit: «Ah, ils sont là» et ils étaient tout autour de son lit alors que, bah, ma mère, il y avait personne. Ouais, Mais ouais. parce qu'ils Mmh. sont dans ce voilà, ils se préparent à partir. Ouais, Donc ouais, c'est oui. beau, hein, ça c'est pour ça que c'est important de croire aussi, à l'après. Oui. Après ça dépend des religions et Ouais. de ses sentiments. Hem, aujourd'hui avec ton regard de femme, hein, ton regard de femme, d'aidante et de créatrice d'une méthode dont on va parler qui s'appelle Solide, Mmh. hem, est-ce que la fin de vie de ton père, t'a appris quelque chose sur ta solidité intérieure? Avec ta méthode en même temps, est-ce que ça t'a permis de renforcer ta méthode solide dont tu vas nous parler? Heu, Est-ce que ça hem, t'a fait retravailler cette méthode, en fait? En disant: «Eh beh, finalement, elle était pas si complète que ça. Aujourd'hui, je peux rajouter des éléments». hem, oui, ça vient confirmer, en fait, ce que j'ai initialement commencé avec la méthode solide. Heu, la méthode, le par c'est presque un parcours aussi parce qu'il y a 5 étapes pour de 1, à 2, 3, 4, 5 pour arriver justement à l'expérience de la foi qui est, bah, celle que je, partage, en le plus, je dirais, le plus, sur mon podcast et dans ma newsletter. Mais, hem, C'est quoi la après méthode solide déjà? le parcours solide, Vas-y. justement, bah, c'est, inspiré de je parle de la base de la maladie des os de verre justement, avec la fragilité des os, mais que pour moi justement la solidité elle est pas dans le corps, elle est pas à travers les os, elle est dans un état d'esprit et c'est ça que je partage dans le parcours solide, c'est qu'on passe par plusieurs phases pour atteindre cette solidité intérieure et quand tu as atteint cette solidité intérieure, tu ne peux plus retomber dans la fragilité. Tu ne peux plus, du tout retomber dans la fragilité. Ça empêche quand même que, voilà, tu vas traverser des choses, des épreuves, mais tu as cette verticalité, cette solidité qui fait que, tu deviens inébranlable dans les expériences que tu vas traverser. Ça demande aussi une certaine, discipline, routine et conscience, constante pour garder cette solidité. Mais,
Mais en fait, ce qui s'est passé, tu vois, moi, ce que je dis avec mon père, donc on est signe poisson, signe astrologique poisson. Puis tu vois, les poissons, c'est vraiment deux êtres qui se complètent. Et mon père, donc, il a eu peur de la maladie et il s'est laissé emporter par la maladie. Après, je ne veux pas juger, c'est son parcours, c'est personnel. Et moi, je te parle vraiment d'un point de vue d'observatrice et par rapport à mes croyances. Et c'est aussi ça, la méthode solide, c'est on fait l'expérience de ce à quoi on croit. Donc, si tu crois que la maladie va te tuer, ben, tout va se mettre en place pour que ça se passe de cette manière-là. Si tu crois que tu vas t'en sortir, tout va se mettre en place pour que tu t'en sortes. C'est ça, en fait, la méthode solide. Et c'est comment on se porte, comment on se positionne face à la maladie, quelle qu'elle soit génétique comme la mienne ou qu'elle soit autre, comme les cancers ou autre. Et est-ce que cette méthode solide, elle a été mise, en place aussi avec ton père? Est-ce que tu as tenté avec lui, des expériences, on va dire, de modification, de son état d'esprit ou face à la maladie? Est-ce Bah, que qu'est-ce que tu lui as apporté? Mmh, avec l'hypnose, bien en dehors, sûr, ouais. lui mettre des nouvelles croyances. Après, ça, avec l'hypnose, ça prend pas. C'est vraiment ça l'idée Mmh, de la parole hypnotique. Mais toujours, tu peux pas changer les personnes. Donc, c'est à la personne de faire le travail. C'est à la personne de faire germer ces nouvelles croyances et de les incarner et de les vivre et d'en faire l'expérience. Mais je suis en train de me former auprès du docteur Ilyes Barli, qui a développé un protocole hybride orthomoléculaire face au cancer. Et c'est un truc juste incroyable. Et ça reprend scientifiquement, avec les mots scientifiques, ce que je partage dans le parcours solide. Donc, OK, ça complète voilà ce que je fais. ça complète? Mmh. C'est vraiment Super. l'aspect scientifique. C'est vrai que moi, j'ai ce problème-là, je sais pas si c'est un problème, mais je suis très, bah, voilà, spirituelle, perchée. J'ai pas cet aspect intellectuel pour expliquer les choses de manière structurée, on va dire. Et ça vient compléter ça. Mais c'est ce qui te manquait et peut-être, puisque tu es aussi conférencière, hein, tu interviens pour, justement expliquer, ton parcours sur le handicap, mais en même temps, sur ce que tu as mis en place, avec la méthode solide et avec ton parcours de PNL, d'hypnose, et cetera. Et je trouvais intéressant ce que tu venais de dire par rapport au fait qu'en fin de vie, de ce que j'en ai perçu moi, c'est que, heu, les les gens sont plus ouverts peut-être à ce genre de pratiques sur les derniers moments puisque, hem, il y a plus de superficiel, en fait. Oui, il y a plus de superficiel, puis ils ont j'ai envie de dire, ils ont plus que ça, tu sais? Mmh, Je me rappelle, quand mon père, il avait commencé les chimios, la radiothérapie, ça prenait pas et je lui avais suggéré d'aller vers la kiné, de faire de l'hypnose. Puis je lui avais dit: «De toute façon, tu quoi à perdre? À part la vie». Il m'a dit: «Ouais, c'est vrai, tu raison». Puis du coup, il avait entamé des séances de kiné, il avait fait de l'hypnose et ses métastases avaient diminué. Mais ouais, après, tu il a vois comme arrêté, quoi. donc la maladie a repris le dessus. Mmh. Il était hospitalisé de temps en temps ou il était le plus souvent à la maison? Les derniers temps, il a fait plusieurs, crises respiratoires, détresse respiratoire et il passait des moments hospitalisés, ouais. D'accord. Est-ce que, alors je ne l'ai pas dit au début d'épisode, mais tu habites en Suisse, hein, donc vous avez, plus de possibilités que nous, en France, de l'aide à mourir quelque part. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il en a parlé ou Ah, par rapport à hem, oui, il en avait parlé parce qu'il avait un autre ami, qui avait le aussi un cancer. Il avait préparé son dossier pour être inscrit à l'association qui s'appelle Exit, Mmh. mais il n'avait pas mis en place. Puis ça coûte, une certaine somme, je crois que ça coûte dans les 4 000 €, donc faut aussi, D'accord, OK. voilà, avoir les C'est finances pour ça. pas, je sonne à la porte et puis je rentre et je remplis un Non, non. dossier, c'est plus compliqué que ça, on le sait, Ouais, hein, c'est plus compliqué que ça, ouais. ouais. Est-ce que à ce moment-là, dans cette période justement de fin de vie, je suis plus sur la fin de vie que le deuil, que le deuil, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, ou qu'on appuie ou qu'on te soutienne davantage pendant ces temps-là? Est-ce qu'il y a eu des regrets, des non-dits, hem, des besoins, de la culpabilité, quelque chose qui t'a manqué?
Peut-être de savoir ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, même préparer éventuellement la cérémonie, et cetera? Hem, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse exister, pour se préparer à ça. Le 1 la première perte, le premier deuil familial, c'était avec mon grand-père et moi je l'ai vécu avec lui en observant, voilà, comment ça se passait, l'organisation d'une cérémonie, le deuil, pouvoir aller voir le corps ou pas et ça, j'ai vécu avec mon grand-père et non, par rapport à mon non, je crois pas que j'ai eu besoin parce que je suis assez, autonome et consciente Oui. à ce niveau-là, donc non, je crois pas. Mais peut-être vis-à-vis de ma sœur parce qu'elle, je sais qu'elle a ce côté-là de mon père de pas aller plonger dans ses émotions et de les exprimer. Hem et je sais que peut-être pour elle, ça aurait été après, j'aurais aussi très bien pu lui proposer, je suis sa sœur et puis on s'entend super bien. Mmh. Mais non, pas pour moi personnellement. J'ai pu comme D'accord. je t'ai dit au début, tu vois, j'ai voulu aussi le vivre brut, voir Oui. voilà, plonger dedans, voilà. Aujourd'hui, quel genre de rituel ou de petit hommage aimerais-tu réserver à la mémoire de ton père? Hem, tu dis si j'ai mis un rituel en place ou quelque chose, Oui. pour le Comme, par exemple, il y a j'ai des gens autour de moi qui, aujourd'hui, suite au départ, au passage, ont décidé de travailler sur leurs directives anticipées, sur, où est-ce qu'il y aura le caveau, voilà, ça a fait une sorte de choc et ce qui fait que, bah, ils ont mis en place aussi un rituel, ou un hommage en allant régulièrement, au cimetière? mmh, ou ouais, moi, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place, ça c'est pas encore fait, c'est que j'aimerais bien avoir un objet de lui, heu, pour me rappeler de lui, en fait. Bah, il a travaillé pendant plus de 20 ans dans une entreprise horlogère, il avait plein de montres et je sais que j'aimerais, 1 ou 2 montres, alors voilà, bon, c'était des montres d'homme, alors ça va me faire un énorme truc sur mes petits poignets, mais mais j'aimerais bien, ça faut que je regarde encore avec ma maman ou aussi des voilà, ça fait un peu cliché, mais il avait aussi beaucoup de couteaux suisses et j'aimerais aussi en avoir, 1 ou 2 pour, parce que c'est quand même vachement pratique. Hem, Bah, oui. donc donc ouais, ça serait ouais, vraiment au niveau matériel, j'aimerais encore avoir des trucs, ça faut À que lui. ouais, des Ouais, trucs à lui. c'est honorer le lien que vous aviez aussi, ensemble. Ouais. À travers ton podcast, on va en parler aujourd'hui parce que tu es podcasteuse, comme moi. Ton podcast s'appelle «Plaisir et handicap» et pour moi, tu ouvres, depuis, longtemps. Je ne sais pas combien d'épisodes tu as aujourd'hui? J'en ai passé 120, je crois, je Voilà. suis, un chiffre comme ça, ouais. Et dans ces épisodes, tu as ouvert des espaces, un peu particuliers où pour moi la vulnérabilité, de ce que j'entends, devient vraiment une force et où ton corps, ou le corps en général, même fragilisé, reste un lieu de vie, de relation et de plaisir. Et voilà, mais je voulais dire surtout aux auditeurs et aux auditrices que si vous accompagnez un proche, vous vivez avec, un handicap, hein, ou un proche avec un handicap, et si vous cherchez des repères, même doux, ça a pas l'air comme ça parce qu'on est sur un sujet un peu, plus, difficile. Si vous cherchez des repères plus doux pour traverser les transitions de vie, le podcast de Vanessa est aussi une ressource, précieuse, autant que le mien. Et voilà, on est toutes les 2 sur des longueurs d'onde un peu différentes et en même temps les mêmes. Donc merci pour ce podcast que vous retrouverez sur toutes les plateformes aujourd'hui, donc Plaisir et handicap. Merci Vanessa, merci pour tes mots et puis, tes petits silences aussi. Merci. C'était important. Ce que tu nous as partagé aujourd'hui, bah, ça me rappelle moi, une chose, essentielle, c'est que le lien ne s'arrête pas avec la fin de vie. Il change juste de forme et comme je l'ai dit déjà dans mes 60 derniers épisodes dans la série des 60, hem, quand on est à travers un souvenir, un geste, une phrase qui revient, quand on l'attend pas spécialement, cette présence intérieure, elle continue de nous accompagner et elle est souvent extraordinaire. En tout cas, merci, et si vous nous écoutez et que vous traversez vous aussi un deuil, hein, c'est important de le dire, prenez vraiment ce moment comme une permission. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, tu as parfaitement résumé cette situation et cette période qui est très particulière et moi, j'aimerais dire aussi aux auditeurs de Sweet Papi Podcast et bah, s'ils sont, déjà abonnés, bah, ils te connaissent, mais pour les nouveaux, que tu es vraiment une ressource, unique dans ce domaine-là et je les invite à s'abonner, bah, au podcast, mais aussi à la newsletter. Tu as une newsletter, sauf erreur? Ouais, ouais, Dans j'ai une dans newsletter. voilà, dans laquelle tu partages tes ressources et Mmh. que tu es vraiment, la personne adéquate pour ce genre d'accompagnement parce que tu as cette sensibilité et tu as aussi cette franchise qui est nécessaire dans des moments, aussi intimes. Donc Tout à fait. ouais, Merci. voilà. Merci, merci. Donc, pour revenir juste, sur la permission qu'on s'est donnée, toutes les 2 déjà de faire cette interview, je te remercie 1000 fois parce que ton ton deuil et ce passage est beaucoup plus récent que le mien, mais on connaît tous, enfin beaucoup la courbe du deuil et on sait qu'il y a des va-et-vient, voilà. Et alors surtout bien dire que la permission, c'est de ne pas aller bien tout le temps, ça il faut être clair, Ça, c'est sûr. qu'il faut garder le lien avec d'autres endeuillés. Il faut pouvoir parler, avoir des groupes de parole et surtout ne pas rester dans son coin. Et puis, d'apprendre, ou de ne pas apprendre à honorer, mais surtout à honorer à sa manière, comme on a envie. Et je vous invite, comme disait Vanessa, à venir découvrir l'univers de Sweet Papi. C'est un espace qui accompagne, qui aime, qui soutient et qui continue, avec tout ça à tisser les liens depuis la perte d'autonomie et maintenant, jusqu'au deuil, 5e saison. Et puis, une chose très importante et ça je fais toujours attention avec Vanessa aussi, prendre soin de soi, c'est très important. C'est Oh très, oui, très important. oui, oui, Voilà, ouais. Trop bien. prendre soin de soi dans ces moments-là comme dans tous les moments. La douceur est parfois la forme la plus solide de l'amour et je pense que nos pères nous regardent et Oui, nous voient évoluer et s'attendent à ce qu'on soit solide, oui, forte, hein. exactement. Merci 1000 fois Vanessa. Yann, merci, ciao. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papi Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.